Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire concernant l'usinage des composants pour l'e-mobilité, soit les véhicules électriques. Je suis avec Arnaud Walter-Sperger, responsable commercial du secteur nord-nord-est chez EMAG Milano en France. Bonjour tout le monde, je suis en compagnie d'Éric Dotel, responsable SAV sur le secteur de la France. Donc nous sommes aujourd'hui tout près de Bologne, à Anzola dell'Emilia, sur le site de Emaxu, toute nouvelle entité installée donc, dans cette région que EMAG a acquis. L'occasion pour nous donc, de vous présenter EMAG SU, ses produits, les nouvelles solutions et les process, toujours liés dans les pièces pour l'e-mobility, les véhicules électriques. Arnaud, qu'est-ce qu'EMAG-SU? En fin de compte, EMAG-SU, EMAG, c'est porté acquéreur des sociétés Saint-Putain Silly Machine Tool et CLC. Et donc, pour l'intégrer dans le groupe, ils ont créé l'entité EMAG-SU. Donc, pour regrouper ces deux fournisseurs, les deux sociétés. Donc, quelle a été aujourd'hui l'approche de EMAG-SU? En fin de compte, c'est qu'on avait déjà en fait des process actuellement en place au niveau de l'usinage des pignons. Donc là, on peut voir qu'on réalise déjà auparavant tout ce qui est partie de tournage, taillage fraise-mère, donc avec les machines Kupfer, des bavurages, du traitement thermique avec LDEC, des soudures, des bacs synchro avec Lasertec, également rectification et tournage dur avec les machines EMAG et EMAG Rheinecker. Donc qu'est-ce que va apporter EMAG-SU à ce niveau-là? C'est qu'en fait, on va pouvoir avoir une gamme complémentaire au niveau du taillage fraise-mère. On va également apporter des solutions au niveau de tout ce qui est ébavurage sans freinage. Et bien sûr, on va y venir par la suite sur la partie des rectifications de denture, sur la partie finale. Donc comme vous avez pu le voir, comme l'a dit Arnaud, EMAG-SU s'est complètement intégré dans les process EMAG, à travailler sur des nouvelles solutions, des nouvelles machines, des nouveaux procédés. Et ainsi, tous les technologues sont vraiment présents sur le site ici à Anzola. Et ainsi, cette usine, cette nouvelle entité est devenue un centre complet de technologie EMAG. Donc au niveau de l'aperçu de la gamme des EMAG-SU, sur quelle technologie on va pouvoir répondre? Donc sur tout ce qui est machine de taillage et fraisage denture, machine d'ébavurage, machine de taillage couteau, machine de rasage, mais également les machines de rectification par génération, machines de rectification de profil. Donc revenons au sujet du webinaire. Donc concernant les pièces sur l'e-mobility, nous allons donc retrouver par exemple la partie des couronnes dentées, les arbres d'entrée, les arbres intermédiaires avec les pignons. Donc les machines nécessaires pour réaliser ces pièces nécessitent d'avoir des vitesses et des couples élevés pour une grande précision, mais elles doivent également avoir une qualité élevée au niveau finition sur un usinage série. Et on doit également pouvoir avoir la possibilité de réaliser des rectifications fines, super finition et rectifications topologiques. Alors, avant d'aborder les machines Saint-Putain Silly EMAG-SU, je voudrais préciser que si vous avez des questions tout au long du webinaire, n'hésitez pas à les inscrire par Internet et nous y répondrons. Il y aura un temps dédié à ça à la fin de ce webinaire. Donc revenons aux machines EMAG-SU sur les nouvelles machines G160 et G250. Qui sont des machines de rectification par génération haute performance. Donc la G160, comme son nom l'indique, elle peut monter jusqu'à des pièces qui ont un diamètre de 160 mm, des longueurs d'arbre jusqu'à 300 mm, pour des modules de 0,5 à 3 mm. Cette machine, très compacte, a un très gros avantage, c'est son temps copeau à copeau, qui est inférieur à 2 secondes, lié à un fonctionnement avec 2 broches qui fonctionnent en pendulaire. Cette machine est pilotée par une commande numérique Siemens. Donc concernant la G250, donc en fait on va avoir une capacité de 250 mm de diamètre avec des arbres possibles jusqu'à 550 mm, des modules allant de 0,5 à 7 mm. La cinématique est un peu différente de la G160, on est sur un plateau rotatif avec un système bibroche,
Donc on va avoir un temps copeaux inférieur aux 5 secondes, toujours piloté par de l'ACN Siemens. Donc concernant la cinématique de cette G160, il y a quelques modifications par rapport aux machines conventionnelles que nous pouvons connaître jusqu'ici. Tout d'abord, nous voyons que sur la tête de rectification, nous avons un chariot avec 2 axes, Y et Z, et sur les machines conventionnelles, l'axe manquant ici est remplacé par un axe virtuel qui est une combinaison d'interpolation des Y et des Z, de manière évidemment de gagner de la place, de la rigidité et une réponse dynamique encore meilleure. Évidemment, l'axe manquant ne donne pas d'usure sur les axes X. Donc, concernant les 2 broches porte-pièces, donc elles sont montées en pendulaire sur 2 axes X indépendants, donc actionnés par des moteurs linéaires. Donc ça a pour effet d'avoir des déplacements rapides et des faibles usures. À savoir que le concept de cette machine aujourd'hui est breveté. Donc Arnaud, que nous apporte réellement ce nouveau concept d'axe et de machine? Alors en fait, vu que l'axe Y est intégré directement sur le bâti, cela nous permet par rapport à une machine conventionnelle de diminuer le porte-à-faux par rapport à l'axe A d'environ 100 mm, comme on peut le voir, et donc de gagner en rigidité. Donc qui dit gagner en rigidité dit réduire les vibrations. Donc effectivement, on gagne en vibration. Donc là, on peut voir sur les photos de fréquence, donc de phase de denture usinée, donc dans la photo du haut par une machine conventionnelle et sur celle du bas par une machine G160, on voit qu'effectivement tout ce qu'on appelle les fréquences fantômes, les traces de rectification ont disparu ou se sont fortement atténuées. Donc diminution du porte-à-faux de l'axe pour réduire les vibrations, moins de traces de rectification et le résultat directement dans la transmission lorsqu'elle est montée et en termes de perturbations sonores très significatifs. Donc nous allons voir la vidéo, une première vidéo qui va permettre de voir vraiment qu'on n'a aucun câble dans la zone de l'espace travail, donc l'espace est vraiment très libéré. En parallèle, vous pouvez voir en fait que le phasage est fait en parallèle de l'opération de rectification. Voilà, là vous voyez le temps de copeaux à copeaux de 2 secondes pour passer d'une pièce à l'autre avec le système modulaire. Donc aujourd'hui, actuellement, c'est la machine la plus rapide du marché. Donc au niveau technologie, inclus dans cette machine, donc nous allons rentrer un peu plus en détail sur les différentes technologies incluses. Donc on va parler donc, du phasage, du diamantage, de la rectification topologique, de la rectification fine et superfinition, et enfin la rectification avec optimisation du bruit. Donc, lorsque l'on regarde, on va comparer en fait la G160 à la G250. Dans les 2 cas, il s'agit d'un capteur inductif qui est monté, sauf que sur la G160, il est directement fixé, monté sur la broche, alors que sur la G250, il est situé du côté de la zone de chargement. Au niveau du phasage, donc le phasage est réalisé dans les 2 cas en temps masqué. Les capteurs dans les 2 cas sont également réglables en hauteur et en diamètre. Et la machine est prédisposée d'un cycle automatique pour pouvoir phaser la première pièce au lancement. Alors abordons maintenant la partie diamantage ou dressage des meules mères. Nous allons voir aujourd'hui les diamantages avec des disques multifilés et avec des disques de forme. D'autres méthodes existent mais ne seront pas abordées aujourd'hui. Concernant le diamantage multifilé, c'est le plus standard, on va dire, ne nécessite pas d'axe supplémentaire et se fait en une seule passe. Quand on dit multifilé, il convient d'avoir autant de multifilés sur le disque de diamantage que d'entrée sur la fraise mère.
le diamantage avec les disques de forme, la rectification topologique ne peut utiliser que cette solution-là. L'inconvénient, elle prend un petit peu plus de temps puisqu'on est obligé de faire autant de cycles de diamantage que la meule mère a d'entrée. Donc par exemple, sur une meule mère à 3 filets d'entrée, le temps sera de 3 minutes et demie pour 4 minutes et demie sur une meule à 5 filets. L'avantage, on peut diamanter une meule tout le long de son parcours avec des angles différents. Ainsi, on peut obtenir, comme on le voit sur cette représentation, une première partie diamantée d'une façon pour permettre de faire de la rectification d'ébauche et sur la fin de la meule, permettre de faire de la finition. Pour poursuivre sur le diamantage, nous allons parler d'un phénomène que l'on a remarqué qui se produisait lors de rectification par génération sur des engrenages hélicoïdaux ou sur des engrenages bombés, le phénomène de vrillage ou twist. Rapide explication de ce qu'est le twist. Lorsque deux pignons engrainent, donc là par exemple le pignon et l'arbre pignonné, on voit sur cette partie verte, c'est la zone de contact des deux pignons quand ils vont engrainer. Et bien, pendant la phase de rectification, dans ces zones-là, il peut y avoir un vrillage, quelque chose qui va tourner ou déformer un petit peu la forme de la dent et faire que les angles d'attaque ne soient pas optimum et voire soient positifs. Donc, lorsque la pièce, la face est tournée, on obtiendra des pressions de surface élevées pendant l'engrainement. Évidemment, ça c'est pas bon pour un engrenage, ça va provoquer de l'échauffement et une usure prématurée. Alors que si on arrive à modifier, à corriger ces phénomènes de vrillage, on peut avoir des pignons qui ont un engrainement meilleur, avec d'un principe de rodage bien plus efficace et la suprême récompense, une grosse réduction du bruit lors de l'utilisation dans l'engrenage. Alors, comment se passe la correction de ce twist? Ici est modélisée une dent d'un engrenage avec le flanc gauche et là le flanc droit. On va mesurer les formes sur 3 hauteurs de la dent. Ensuite, on sait que sur la meule mère, telle partie de denture sera sur la partie haute, donc noire dans notre cas, telle autre partie de la denture sera sur la partie intermédiaire, donc rouge, et la partie bleue sera la partie basse. On va donc, lors du dressage de la meule, faire modifier les angles pour avoir des angles de pression variables pour corriger aux différents endroits le défaut de twist. Donc Emagesu a créé une interface très simple pour l'opérateur, car évidemment calculer en fonction de la position de la meule mère, en fonction de la hauteur, tous ces angles est quelque chose de très compliqué, très fastidieux, et l'opérateur devant la machine n'a pas tous les ingénieurs de bureau d'études derrière lui. Donc Emagesu a imaginé une interface où tous les calculs sont faits dans la machine. Lui, il a juste à rentrer les défauts de twist naturel et il pourra ainsi apposer des corrections. Alors, on voit ici que l'on a donc les courbes qui représentent les défauts en fonction des hauteurs de la dent, mais on a le flanc gauche et le flanc droit. Il pourra imposer des corrections et les voir à l'écran, voir directement le résultat obtenu. Donc les corrections, c'est de quelques microns pour modifier l'orientation du twist et changer les angles. Le gros avantage, c'est très rapide, c'est très convivial, et le résultat obtenu est très rapide puisqu'il suffit donc de mettre les corrections. On a tout de suite un aperçu de ce que ça va donner. On redresse la meule et on refait une pièce
et on vérifie bien sûr que les corrections ont bien été prises en compte. Le gros avantage, c'est qu'on peut jouer sur le flanc droit et le flanc gauche des pignons. Des entrées faciles pour l'opérateur et des résultats très très rapides. Et au final, on a beaucoup moins de pièces rebutées à la fin de la mise au point de la machine. Donc ici, nous voyons un exemple où une première pièce a été réalisée avec un twist naturel. Donc on aperçoit les défauts. L'opérateur a rentré les différentes valeurs, a apposé des corrections. Ici, du twist opposé à gauche et du twist fruit à droite. Ainsi, il a pu remédier et corriger sa pièce pour avoir un pignon efficace. Donc voilà ce qu'il en est à ce niveau-là. Concernant les rectifications fines, donc en fin de compte, il est possible de réaliser de la rectification fine, c'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser une meule céramique composée de 2 grains différents. Donc le temps de cycle sera similaire à celle d'une rectification standard, parce qu'en fin de compte, on va juste jouer sur la course, donc en ayant une partie qui va ébaucher et une partie qui va pouvoir finir la pièce. Donc lorsqu'on regarde les résultats un peu plus près, on voit grossièrement que sur l'exemple donné, on va pouvoir obtenir un RA qui va se comprendre entre 0,15 et 0,17 microns. Donc les 2 résultats sont affichés pour un flanc droit et un flanc gauche. Si on veut aller plus loin encore au niveau de la finition, il existe la super finition. Donc dans ce cas-là, on va utiliser une meule bimatière. Donc celle-ci, elle est composée d'une partie en céramique et d'une autre partie en résine. Donc le temps de cycle sera plus long parce qu'on va rajouter l'étape de super finition. Donc finalement, le process il va se dérouler en 3 étapes. On va déjà commencer donc par la partie ébauche, puis finition, jusqu'à arriver à la super finition. Donc dans l'exemple donné à l'écran, on est sur un temps de cycle complet de 67 secondes pour la super finition. C'est-à-dire que ça inclut le chargement, déchargement de pièces et dressage inclus de la meule. Et ce qui est bluffant, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, quand on observe l'état de surface sur une dent, c'est tellement beau qu'on a l'impression d'être devant un miroir. Donc en valeur concrète, on va pouvoir voir donc les rapports de contrôle. Lorsqu'on va regarder le profil, le lead, on voit que c'est vraiment proche de la perfection, hein, on est très très propre. Concernant le battement également, hein, on va avoir des battements très très réduits. Au niveau des résultats du RA, on va avoir des RA compris entre 0,11 et 0,12 microns, là où tout à l'heure en rectification fine, on est entre 0,15 et 0,17 microns. Donc là, juste pour montrer au niveau du relevé que la super finition a pour but finalement de venir juste écrêter les points hauts de cette partie de la sortie de rectification fine. Donc on vient juste écrêter tous les sommets de rugosité sur la partie haute. Alors, abordons maintenant encore une fois le bruit que font les engrenages lorsqu'ils sont montés dans la boîte de transmission. En termes de rectification optimisée en termes de bruit, Emagessu a voulu travailler sur la texture. Alors, qu'est-ce que la texture? Texture, ce sont les stries générées par la meule. Donc ici, nous avons une photo au microscope d'une face de dent rectifiée sans correction de texture. On observe donc des stries horizontales qui sont parallèles à l'axe de l'engrenage et on observe surtout des stries qui sont tout le long de la dent. Donc les dents vont s'engrener et les stries vont frotter les unes par rapport aux autres, ce qui a comme résultat un bruit excessif. Pour limiter ces effets, Emagessu a travaillé sur un logiciel pour apposer une correction de texture. Alors, qu'est-ce qui est réellement fait? Si on voit sur cette photo donc d'une face de dent réalisée avec correction de texture, on voit que les stries sont légèrement inclinées, c'est-à-dire qu'on n'est plus parallèle à l'axe de l'engrenage. Et on voit aussi que les stries ne sont plus tout le long de la dent et elles sont coupées.
Donc ces deux phénomènes, ces deux actions faites sur l'usinage donnent un résultat significatif en termes de réduction de bruit. Donc quelques exemples pour en revenir à la e-mobility. Donc sur un pignon de véhicule électrique, donc là on va parler d'un pignon d'un diamètre 206, 88 dents avec un module de 2,1, donc avec un souhait de réalisation en finition d'une qualité 4. Donc réalisation sur une machine G250. Le temps de cycle de rectification pur est de 58,9 secondes. Et le temps de cycle complet, donc en fait il inclut la compensation du twist et le temps de dressage de meule, donc on arrive à des temps de 69 secondes. Autre pièce type, donc au niveau des relevés, excusez-moi, donc on va pouvoir voir en fin de compte, encore une fois, un profil parfait. On va pouvoir voir également donc, le lead, très bien, et au niveau des battements, on a vraiment quelques microns de battements, mais c'est vraiment très léger. Des valeurs très faibles. Donc, autre exemple, un arbre intermédiaire. Donc là, on est sur un pignon taillé sur un diamètre 55, 21 dents, module de 2,1, classe 4 toujours en qualité. Donc là, sur une machine G160, donc avec le système pendulaire, on a un temps de rectification pure qui est ramené à 25 secondes. Et lorsqu'on inclut la compensation du twist et le temps de dressage de la meule, en fin de compte, on arrive à 33,6 secondes sur le temps de cycle complet par pièce. Au niveau des rapports de contrôle, pareil, on va pouvoir voir qu'au niveau du profil et du lead, on est très bien. Et au niveau battement, on a vraiment des valeurs proches du micron, très proches du micron. Donc, dans les futurs développements Emaxu, on va parler d'une chose qui a déjà été présentée sur un webinaire précédent, donc la SG160. Donc là, en fait, on va parler de rectification à sec. Donc, en fait, c'est un développement qui a été fait où on réalise l'ébauche par une technologie de skive hobbing. Donc, en gros, on va prendre une passe de 90 microns de surépaisseur. Donc, pour garantir la surépaisseur de finition, on va laisser juste 10 microns pour la meule de rectification. Donc l'avantage de cette technologie à sec, c'est qu'on évite d'avoir une centrale de filtration et une centrale d'arrosage. Donc ça va nous apporter une réduction des coûts d'énergie, aujourd'hui on en parle beaucoup, de 75%, mais également on va réduire l'encombrement de l'ensemble de la machine. Les coûts d'outillage et temps de cycle sont relativement identiques. Et vous avez également l'avantage au niveau de la santé et de la sécurité des employés, car aucune huile de coupe n'est utilisée. Donc là, on va voir l'opération de skive hobbing. Donc en fin de compte, on vient faire le terme en français est un pelage, mais en fait, on vient peler donc les 90 microns pour assurer et garantir une surépaisseur de 10 microns pour la meule de rectif, pour qu'on puisse le faire à sec, justement. Et donc là, on voit l'opération de rectification meule-mère à sec, donc pour retirer ces 10 microns. Et vous allez pouvoir voir en même temps, vu qu'on est sur une base de G160, le changement de pièce qui va se faire donc de temps copeau à copeau en 2 secondes. Voilà, donc là, on va le voir. Voilà, vous voyez donc la rapidité du process. Voilà, donc ce webinaire, ces présentations touchent à leur fin. Avant d'aller faire un tour ensemble dans l'atelier, n'hésitez pas à poser vos questions si tout n'a pas été clair ou si vous voulez aborder éventuellement d'autres questions. Si Arnaud et moi ne pouvons pas y répondre, nous avons à disposition les technologues qui sont sur place chez Emaxu. Il n'y aura pas de problème, nous y répondrons. Donc je vous propose de faire un tour ensemble dans l'atelier, car vous avez dû l'entendre, nous ne sommes pas dans un studio, nous sommes vraiment dans l'atelier d'Emaxu. Nous allons pouvoir voir quelques machines en montage et un peu comment ça se passe. Donc là,
Vas-y. Là, nous allons voir donc la salle de métrologie qui nous permet en fait de réaliser voilà, les pièces, les contrôles pour effectuer les mises au point, tous les contrôles de denture avec les relevés qui vont nous permettre de vraiment assurer la qualité souhaitée sur les opérations. Voilà, métrologie avec du matériel de pointe, de précision, très important, très stratégique. Alors là, nous passons devant 2 machines en montage. Donc ce sont des G250 dont nous avons parlé dans le webinaire. J'ai appris tout à l'heure que ces 2 machines en fait, sont en montage ici et vont rejoindre une ligne de montage qui sera mise au point définitivement chez nos collègues EMAG à Salars et sera réceptionnée donc, dans son entité. Donc il y aura du tournage dur et peut-être d'autres process, d'autres technologies EMAG sur cette ligne. Donc là, nous passons devant une G500HL donc, qui est en cours de montage. Tout n'est pas encore fait. Donc machine de rectification de profil horizontal. Donc pour des pièces allant jusqu'à 500 diamètres avec des longueurs jusqu'à 1250. Donc ça commence à faire des belles pièces. Par la suite, on va voir donc une G375H, pareil, qui est en cours de montage. Donc la G375H, on prend des diamètres jusqu'à 375. On va pouvoir faire de la rectification de profil inter et exter sur cette même machine. Elle est très modulable. Et on va pouvoir réaliser voilà, les types de pièces qu'Eric est en train de vous montrer avec des dentures. Et des profils des vraiment rotors de pompes, de compresseurs. Voilà, rotors de pompes, de compresseurs par exemple, voilà, avec des qualités vraiment en rectification. Donc sur le fond, on peut apercevoir, je ne sais pas si on peut s'en approcher, donc on va pouvoir apercevoir au fond la GW 3600 HD. Donc en fait cette machine-là va prendre des pièces jusqu'à 500 mm de diamètre. Sur des longueurs, donc sur ce modèle-là, c'est 2500, donc 2,5 m de long, extensible jusqu'à... Voilà, je crois qu'on peut l'extendre jusqu'à 6 mètres de plus, hein, c'est-à-dire que tout est modulaire, on peut accumuler un bâti supplémentaire pour allonger cette machine de 6 mètres. Voilà, pour avoir une course totale de 6 mètres, tout à fait. Donc ici, là, donc vous allez pouvoir voir... Donc la GR500HL, donc la différence c'est que cette machine-là est réalisée pour faire de la rectification donc de profil pour tout ce qui est rotor et vis. Donc machine 4 axes. Alors pourquoi je vous précise machine 4 axes? Parce qu'à ses côtés on va trouver donc la GP500H qui elle en fin de compte est une machine 5 axes, c'est-à-dire qu'on a rajouté un axe vertical, donc on va pouvoir faire de la rectification de profil mais également de la rectification tangentielle. Donc voilà, c'est aussi le genre de pièces qu'on va pouvoir réaliser sur ce type de machine. Je te laisse rebondir sur le groupe. On parlait tout à l'heure de rectification à sec. Là, on peut voir effectivement qu'en rectification à sec, on peut économiser tout cet emplacement. Par exemple, là, nous avons une belle centrale d'arrosage et de filtration. C'est sûr que si on peut faire les économies d'utiliser un tel matériel, le jeu en vaut la chandelle. Continuons notre petit tour dans l'atelier. J'aperçois une machine Kupfer. Une machine Kupfer. Donc c'est la première gamme de taillage Fresmer que l'on avait chez nous, donc les K160. Donc les K160, en gros, vous pouvez tailler des pignons en fonction de l'automation de diamètre 100 à 140. Avec des modules de 2,5 voire 3 grands maxi, hein, mais voilà, donc avec des systèmes automatisés. Donc ça c'était vraiment, c'est vraiment notre gamme au niveau des plus petits pignons. En face, on va apercevoir une partie du bâti, excusez-nous pour le bruit dans l'atelier. Donc une partie du bâti d'un CLC 500 HFR. Donc en fait c'est une machine CLC, donc on parle de taillage FR parce que c'est du fraisage, donc on fait du taillage par fraise en horizontal sur du diamètre 500. Donc ça commence à faire des belles machines. Voilà, donc là les différents bâtis sont amenés ici et ensuite les différents éléments vont se remonter au fur et à mesure dans ce hall de montage où nous sommes.
Donc ici, nous pouvons voir le bâti d'un CLC 1000 SZ. Donc le CLC, on est encore sur une partie taillage, mais là, couteau, parce que c'est la série SZ. Et donc 1000, parce qu'on a des capacités de pièces qui vont jusqu'à 1000 mm de diamètre. Donc ça commence à faire des jolies pièces, effectivement. Donc, ça va se monter au fur et à mesure de l'arrivée des composants. Ah, j'aperçois là une machine dont on a beaucoup parlé pendant notre webinaire. Donc c'est la G160. Je passe par derrière. Donc, nous pouvons voir le côté chargement de la machine. Hein, donc le devant, on voit les deux axes dont on a parlé tout à l'heure, X1 et X2, les zones de chargement et l'espace travail qui se situe derrière. Et nous allons faire le tour de la machine pour en parler un peu plus précisément. Là, on se situe dans la zone de chargement automatique, donc la partie où en fait le robot vient faire son chargement. Donc il y a les personnes qui travaillent dessus actuellement. Donc on espère pouvoir l'approcher. Ah. Excusez. Donc nous approchons de l'espace travail juste pour montrer. Donc voilà, là on peut voir, comme on vous disait, donc en fait c'est cette réduction de porte-à-faux hein, qui est vraiment plus court du fait que les axes X soient positionnés sur les broches, les porte-broches. Donc on va retrouver en fait cet aspect compact pour avoir une meilleure rigidité. Et voilà. On voit aussi un espace travail vide de tout câble, de tout flexible, tout est protégé et très petit, qui fait que la machine est rigide, des mouvements courts et des temps de cycle d'autant plus courts. Bon, le câble qu'on voit actuellement, c'est juste pour de la mise au point en ce moment. La machine est en cours de mise au point. Elle est en cours de mise au point. Voilà. Voilà, ben nous allons retourner dans notre studio. Donc notre studio, comme vous avez pu le voir, on est vraiment dans l'atelier. Au milieu de l'atelier. J'espère que le bruit n'a pas été trop perturbant. Pendant le trajet, on va expliquer un petit peu les phases de montage chez EMAG SU, mais qui est le principe un petit peu aussi des autres usines de chez EMAG. C'est-à-dire que les différents matériels arrivent, les bâtis, les chariots, certaines pièces sont déjà préassemblées, d'autres seront assemblées. Donc il y a la partie mécanique, il y aura ensuite la partie de l'assemblage de l'armoire électrique, plus ensuite tous les composants hydrauliques. Par la suite, la machine, une fois sera assemblée, elle sera démarrée, donc les automaticiens passeront dessus, et ensuite les programmeurs CN et les metteurs au point pour réaliser les pièces finales du client. Alors, concernant les machines G160 et G250, est-il possible d'équiper une autre CN que Siemens? Donc moi, de ce que j'en sais, je vous dirais que non. Fanuc Bosch, pour moi, donc dans les machines CLC en taillage, on est capable de proposer du Fanuc. Bosch, il ne me semble pas. Et pour la partie Siemens, ça pose... voilà, c'est uniquement... Aujourd'hui, elle n'est qu'en Siemens. Quel est le délai de livraison de ces machines après commande? Donc ça va dépendre des dimensions de machines, ça va dépendre des typologies de machines. Aujourd'hui, je ne sais pas si Alexander a plus de réponses à nous apporter. Nous avons besoin d'Alexander pour nous donner justement les délais actuels. 40 months. 14 mois. Voilà, donc Alexander, c'est vraiment la référence qui est en Allemagne. Il va nous aider. Il parle allemand et anglais, donc on fera de la traduction en simultané. C'est l'improvisation. Donc aujourd'hui, voilà, le délai annoncé est d'environ 14 à 15 mois de délai sur une machine de ce type. Enfin, sur ces machines-là. Okay. Sans axe. Sans axe sur le dresseur, comment gérez-vous la compensation de twist? Si toutefois c'est possible avec ce modèle de machine. Okay, I must answer in English. Hopefully I understand the question right. The question is if we need additional dressing
slider. So what I can say in our machine, it's not necessary to have an additional axis for dressing the topological grinding wheels. We are driving diagonals through this wheel and then make the modification. So this is the big advantage of this system. So we didn't have any special axis, we didn't have any special tooling. So this is an advantage, and we have the short dressing time for this topological grinding. Ok. Voilà, j'espère que ça a bien répondu à votre question. Donc en gros, voilà, il n'y a pas besoin d'axe en plus parce qu'on va pouvoir générer justement ce qu'on expliquait tout à l'heure, le dressage de la meule avec une trajectoire en diagonale, entre autres, et jouer sur les autres axes. Alors attendez, parce que j'ai pas toute la question en entier. Peut-on faire de la superfinition avec de la compensation de twist? Il me semble qu'avec la compensation de twist, on utilise les mêmes zones de meule pour l'ébauche et la finition. I think we will jump back to this slide here. So, I think we jump back here to this slide. Here we have three different areas in this on the grinding wheel. One is for roughing, one is for, and two are for finishing. And when we want to combine this with polish grinding, then we have here roughing, finishing, and then the polishing wheel. So I think it's absolutely able to do this in this case. Yeah? Donc la réponse est oui, on peut faire. Donc grâce à la méthode de dressage qu'on a expliquée. Voilà, avec la méthode de dressage qui permet de dresser en 2 ou 3 parties, une partie ébauche et une partie finition. Okay, this is only possible when the module is not so big because the limit is the face width of the grinding wheel. Alors, on est limité par le module, mais pour des modules pas trop grands, c'est comme ça qu'il faut procéder. But we didn't have this in the electrical components. The module is normally very small, and so it should be capable. Ok. Alors, proposez-vous une option sur ces machines afin de détecter un écroulement de meule? Is there a sensor detection of break of wheel, of the wheel? No, we didn't have this at the moment. Donc pas encore. Non, pas encore. But this is a point where we are thinking over for the next future to check this with an acoustic sensor. Okay. Okay. Question suivante. Quelle est la fiabilité d'un procédé de rectification à sec? Quel est le risque de brûlure de rectification? Attends, on va répondre. Bon, on va y aller au fur et à mesure. Ouais, donc quelle est la fiabilité d'un procédé de rectification à sec, Eric? En fait, la fiabilité, elle est pratiquement à 100%. Hein. Le process, il est plutôt stable vu qu'on gère une épaisseur constante. En fait, il est fiabilisé par l'utilisation. Attendez, je vais essayer de retrouver le slide. Donc il est voilà. Donc on le fiabilise en fait par l'utilisation du skive hobbing. Donc en fait on va assurer une surépaisseur pour la partie rectification par la suite. Donc quel est le risque de brûlure de rectification? Comme en fait on vient fiabiliser de par cette surépaisseur en faisant du skive hobbing, finalement on assure le risque d'éviter les brûlures à ce niveau-là. Après il y a très peu de risques de brûlure, hein, comme sur toutes les machines. La température elle est surveillée constamment, donc dès qu'on dépasse un certain seuil, la machine se met en défaut, elle s'arrête. Et puis comment traiter les brûlures s'il y en a, c'est qu'il y a forcément un problème process voilà. Si ça arrive. Pour traiter les brûlures, en fait, on va revenir sur les paramètres, on va retravailler sur les paramètres de coupe pour éviter les brûlures. Alors, peut-on combiner un processus de superfinition avec une rectification topologique? Donc ça on en a parlé un peu hier, c'est possible, mais uniquement en rectification par génération.
Donc en gros, uniquement avec une meule mère. Oui. Pendant l'usinage, est-ce la force ou la course qui est contrôlée? C'est la course qui est contrôlée. Donc, on contrôle la course. Tout à fait. Au niveau... Après, si on a des efforts trop importants, les axes se mettent en sécurité, mais oui, voilà. Quelle stratégie d'usinage choisiriez-vous lorsque vous alternez différents types de pièces avec des séries différentes? Et quels seraient les types de meules à utiliser? Les machines sont assez flexibles, donc on peut travailler avec tout. Après, ce qu'il faut changer, c'est les meules, c'est les disques de diamantage qui font la différence. Quelle est la capacité de production de la nouvelle usine? En termes de machines, combien de machines peuvent être produites par an? On parle d'une centaine de machines par an. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc depuis l'acquisition de EMAG-SU et de CLC, aujourd'hui, les machines sont faites ici, mais avec une autre usine dans le groupe qui est en Allemagne, qui s'appelle WZ, Zerbst, pour ceux qui peut-être la connaissent. Les machines seront déjà préfabriquées et montées, de sorte qu'ici n'arriveront que les machines de base. C'est en cours de développement et ça va, ça se met en place au fur et à mesure du temps, ça se met en place. Oui. Tout à fait. Lors de la réception des machines, quels tests pouvez-vous effectuer en interne? Les tests, ce sont des tests un peu comme les réceptions de toutes les machines, c'est des tests standards. On usine la pièce du client, on fait des mesures, on fait des capacités et on s'accorde avec le client pour valider que le process est bon et que la machine est capable. En fait, on définit un nombre de pièces à réceptionner en provisoire et on réalise à nouveau des pièces en réception définitive chez le client pour valider une fois qu'elle est réinstallée. Quelles sont les activités professionnelles qui sont effectuées dans la nouvelle usine? Donc ça, tu as un petit peu abordé le sujet tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, on a parlé. Donc en fait, les activités, bon, il y a toutes les activités dans l'atelier, bien sûr. Donc il y a toute la partie montage par des mécaniciens, des électriciens, des câbleurs, des hydrauliciens. Mais en amont, il y a la partie bureau d'études. Donc il faut savoir qu'ici, on a parlé des technologues tout à l'heure. Donc il y a tout le développement est fait chez EMAG-SU à Anzola. Il y a aussi une partie programmeur automate. Il y a des programmeurs CN. Il y a un bureau, il y a un service après-vente qui travaille bien sûr pour les machines SU, qui travaille aussi pour nous dans ce qu'on appelle le level 2 quand vos machines en France sont en panne. Vous passez par nous et si nous n'arrivons pas à obtenir la réponse parce qu'il y a des choses très techniques, très liées à la technologie, on passe avec nos collègues qui sont ici sur le site. Actuellement, sur toutes les vieilles machines, sans Potencili et CLC, c'est eux aussi qui détiennent les vieux plans, les vieux schémas, donc on est parfois obligé de passer par eux. Donc ça, c'est la partie service. Ensuite, on est passé tout à l'heure devant la métrologie, donc il y a des métrologues, enfin vous voyez, il y a vraiment toutes sortes de métiers, il y a des commerciaux, il y a du marketing. Je pense que j'ai fait le tour, j'espère que j'ai oublié personne, sinon... La question suivante recoupe un peu la question, enfin les éléments de réponse que tu viens de donner. L'assistance technique et le service après-vente pour ces machines sont-ils adéquats? Une assistance d'urgence est-elle disponible? Alors le service en France est toujours à l'écoute de nos clients. Une assistance technique peut arriver. Alors très récemment, on a fait une assistance technique. On a envoyé un technicien de chez nous, par exemple. On avait une assistance technique au téléphone avec une personne qui était ici à Bologne. Au fur et à mesure de l'intégration des EMAG-SU dans le groupe EMAG, nos techniciens seront formés. Les nomenclatures seront toutes intégrées dans notre système. Je pense que voilà, il faut de toute façon passer par le service après-vente
en France. Si nous ne savons pas répondre, on a toujours la possibilité de joindre, je dirais pas 24 heures sur 24, mais tout le temps nos collègues qui sont sur place et qui connaissent leur machine plus précisément. Voilà, on fera toujours l'interface de toute manière. Dans tous les cas, oui. Comment se déroule l'intégration des Magassu au sein du groupe EMAG? Écoutez, je pense qu'elle se passe très bien, ça se voit. Quand on est arrivé chez EMAG SU, on arrive, on voit le logo et on se sent vraiment comme dans toutes les usines EMAG, il n'y a aucun problème. Tout, plus de questions? Question finie. Écoutez, je vois qu'il y a plus de questions. Mais merci de votre attention, de vos questions, peut-être un peu piège des fois. Et nous vous disons à très bientôt. Pour toute question, autre question qui viendrait après, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc nous sommes EMAG Milano en France, nous sommes toujours disponibles et à votre écoute. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup.